Choose Europe, choose science. Choisissez la science, choisissez l'Europe. Ce mot d'ordre, il sera répété à l'Élysée puis à la Sorbonne aujourd'hui. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen vont donc lancer cet appel aux chercheurs étrangers. Tentative d'attirer notamment le secteur de la recherche américain, menacé, vous le savez, par la politique de Donald Trump. L'événement va rassembler de grands noms de la recherche européenne, des entreprises, des responsables politiques venus de tout le continent. Et à cette occasion, ce matin, je reçois le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonjour, Philippe Baptiste. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir de bon matin chez nous. Je rappelle rapidement que vous êtes chercheur vous-même, puisque vous êtes ingénieur. Il y a 5 mois, vous étiez encore président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Et votre carrière, elle a toujours oscillé entre public et privé, que ce soit au CNRS, à l'ONERA, dans le groupe Total. Et ça tombe bien parce qu'on va beaucoup parler de public et de privé, parce que dans tout cela, c'est un peu indissociable. D'abord, on connaît les coupes massives donc, de l'administration Trump dans la recherche. Est-ce que ce sont les chercheurs américains qui sont visés en priorité par cette initiative ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, les coupes qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, c'est des coupes, non seulement c'est des chercheurs qui sont licenciés, c'est des subventions aux universités qui sont réduites drastiquement, enfin on pense à Harvard, y compris les universités les plus prestigieuses, mais c'est aussi des programmes internationaux qui sont sabrés. Et je veux juste dire, en fait, moi je suis très remonté là-dessus parce que non seulement c'est une décision qui impacte directement la recherche américaine, évidemment, mais ça, j'ai envie de dire, c'est leur problème, entre guillemets. Voilà, évidemment, c'est leur problème, et puis c'est leur décision. Mais la place de la recherche américaine dans le monde de la science aujourd'hui, c'est une place considérable. Ouais. Et donc, en fait, en sabotant ces programmes, c'est des pans entiers de la recherche internationale qui s'effondrent. C'est vrai sur la santé au NIH, donc le grand institut de la santé américain aujourd'hui. Il y a des pans entiers qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer sur la santé des femmes, sur la vaccinologie, sur le suivi des zoonoses, qui est quand même un sujet de santé mondiale qui est quand même hyper préoccupant, par exemple. Mais c'est vrai aussi pour l'observation de la Terre, pour le climat. Une agence qui s'appelle la NOAA, qui est une agence extraordinaire de très très grande qualité, aujourd'hui qui faisait de la météo et de l'observation de la Terre, est en train d'être reconfigurée pour ne s'intéresser qu'à la météo. Et en fait, on est en train de... Et on ne peut pas nier le réchauffement climatique simplement par un décret présidentiel, quel que soit le président qui le Oui, on ne peut pas casser le thermomètre. Donc voilà, effectivement, il y a un cri d'alarme, il y a un cri de... Voilà. Et je pense que l'objet du sommet aujourd'hui, qui est quand même tout à fait exceptionnel, le président de la République qui a organisé tout ça avec la présidente von der Leyen, c'est quand même c'est un moment exceptionnel. On va avoir autour de la table non seulement donc le président de la République, von der Leyen, mais aussi 3 ou 4 commissaires européens, une douzaine ou une quinzaine de ministres européens de la recherche qui seront autour de la table, qui seront là pendant cette conférence, des grands noms de la science, des grands noms de l'industrie. Et je pense qu'on va parler, il y a 3 sujets qui vont être abordés. Le premier, c'est de réaffirmer les libertés académiques. C'est consubstantiel à ce qu'est l'Europe. On est dans un endroit, dans une terre de liberté, d'autonomie pour les chercheurs. Parce que c'est pas aux politiques de dicter les programmes. Et ça, c'est fondamental. Je veux dire, c'est comme ça que se fait la recherche, c'est comme ça que se construit la science. Des fois, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir envie, etc. Ouais. Mais notre fierté et notre liberté, moi, comme ministre de la Recherche, c'est de garantir l'autonomie des chercheurs. Le deuxième sujet, c'est un réveil aussi de se dire finalement... on s'est beaucoup reposé sur nos partenaires américains. Il y a des secteurs où on est très très bon, on est les premiers en maths, on est très bon sur les grands instruments de physique, etc. Mais il y a des secteurs entiers où on s'est beaucoup reposé sur nos amis américains. On est peut-être allé trop loin, et il y a une question d'autonomie stratégique, faut se réveiller. Et puis le troisième sujet, c'est le sujet du financement de la recherche. L'Europe est en retard. Et quand je dis qu'on est en retard, on est très en retard par rapport aux États-Unis. On l'a vu dans l'info éco tout à l'heure, je ne sais pas si on va pouvoir revoir cette infographie, la part de PIB consacrée à la recherche. Elle est vraiment infime par rapport aux États-Unis. Enfin, et si vous regardez, moitié, c'est la moitié de ce qu'est la Corée, de ce qu'on fait en Corée, ou en Israël, ou en Suisse. Donc on est très en retard. Et il faut se réveiller. Pourquoi ? Parce que sinon, on est en train de construire une Europe qui sera une Europe de la gastronomie et des châteaux de la Loire. Et j'adore la gastronomie et j'adore les châteaux de la Loire. Le problème n'est pas là. C'est que simplement, il faut aussi, moi je crois aussi fondamentalement,
qu'on doit être une Europe de l'innovation, on doit être une Europe des ingénieurs, une Europe des chercheurs, où on prépare l'avenir. On n'est pas simplement en train de réguler pour bloquer des innovations qui viendraient de l'étranger, etc. Mais on doit être aussi force de proposition. Et ça, je pense qu'il faut à la fois libérer les énergies, donc probablement réguler un petit peu moins qu'on ne le fait aujourd'hui, y compris sur les questions de recherche, mais surtout, il faut relancer les financements. C'est notre croissance, c'est les emplois de demain. C'est comme ça qu'on va être attractif, ça ne peut être que par l'argent ? Mais c'est l'argent, c'est de l'argent public, c'est de l'argent privé. On est très très en retard sur le financement privé. C'est-à-dire que nos grandes entreprises aujourd'hui ne dépensent pas assez en R&D. Elles sont beaucoup trop timorées sur le sujet, sur la recherche et le développement, parce que c'est l'avenir de leurs produits. Donc, et c'est fondamental. Il y en a qui font un travail extraordinaire. Vous prenez Michelin, elles investissent énormément. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment en retard. Et donc, il faut vraiment qu'on accélère sur ces sujets-là, parce que c'est l'avenir de notre industrie, c'est l'avenir du pays. Et puis, c'est aussi notre autonomie stratégique. C'est simplement qu'est-ce qu'on va être capable de faire demain pour se défendre, parce que la recherche... mais il faut aussi dire les choses maintenant dans un environnement international qui a radicalement changé. Il y a des mots qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne prononçait pas avant, mais la recherche, c'est aussi un des piliers de notre autonomie pour notre défense de demain. Et donc, il faut aussi l'assumer. Et comment on va coordonner ça au niveau européen ? Parce que quand vous aviez lancé, par exemple, Choose France for Science il y a un mois pour attirer des chercheurs, on le comprend au niveau d'un pays, on a les structures. Là, comment on se répartit entre 27 États membres ? Ça se passe je pense que d'abord, est-ce que tous les pays iront ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'universités qui sont en train de se positionner sur le sujet. Et vous savez, quand on accueille un chercheur dans la communauté académique... Il y en a qui sont plus spécialisés dans certains thèmes que d'autres. Oui, exactement. Et puis en fait, quand vous accueillez un très bon chercheur, il ne va pas n'importe où. C'est-à-dire qu'il va dans des équipes. Il va travailler avec des individus, des gens avec lesquels il a déjà travaillé. Ouais. Donc en fait, nous, on est là en soutien, les États, l'Europe. On a un rôle qui est important, mais il faut être modeste aussi. On est là pour soutenir les initiatives des universités, des organismes de recherche, du CNRS, de l'INSERM, des chercheurs sur le terrain qui organisent des liens. On est là pour les soutenir. Et puis à côté, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi, et je pense que ce sera un thème qui sera abordé sur la manière dont on gère nos très grandes infrastructures de recherche en Europe. On en a qui sont exceptionnelles. Les grandes infrastructures de physique, l'ILL, Soleil, le CERN, etc. Comment est-ce qu'on se coordonne mieux pour faire ça ? Et puis, d'autre part, je pense qu'il y a aussi un sujet sur les données. On l'a mentionné très rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, en biologie, par exemple, et en santé, les recherches dans le monde, elles reposent beaucoup sur les données du NIH. Donc les Américains. Américains. Et on met nos données au NIH. Et puis, on se retrouve brutalement, tout d'un coup, du jour au lendemain, on nous dit qu'il y a des mots-clés qui sont interdits. Mais c'est... Alors, personne ne l'avait imaginé, mais c'est évidemment, rétrospectivement, c'est toujours facile de se dire qu'on a été naïf, mais il faut qu'on se réveille. C'est la même chose que l'Europe de la défense, en définitive. Mais oui, bien sûr. C'est les mêmes sujets. C'est un sujet de se dire, de se reposer la question, qu'est-ce qu'on fait en Européens ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires ? Et donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le mois dernier, pour l'initiative Choose France for Science, vous estimiez que pour un chercheur, il fallait à peu près 1 million d'euros par chercheur pour 3 ans ? C'est des ordres de grandeur, c'est très variable parce que vous prenez un chercheur en mathématiques ou en informatique théorique, quelqu'un comme moi, ça ne coûte pas grand-chose, ou vous allez chercher un chercheur qui va être en bio, ça va coûter un peu plus cher, et puis un chercheur qui va faire de la physique des hautes énergies, ça va être hors de prix. Ouais. Donc tout ça, parce que c'est pas le même environnement, c'est pas les mêmes équipements, c'est pas les mêmes fluides, donc c'est très difficile d'avoir une moyenne. C'est des ordres de grandeur qui font des packages très significatifs, très attractifs, qui correspondent un petit peu à ceux qu'on fait au niveau européen aujourd'hui avec des mécanismes qui s'appellent les ERC, les European Research. Parce que là, on le voit, les écarts de salaire, ils sont vraiment importants par rapport aux États-Unis. On est du simple au double. Et là, on parle que du public, on parle pas du privé, parce que ces chercheurs américains qui sortent de certains programmes publics, ils peuvent être attirés par le privé aussi. Bien sûr. Une des grandes forces du modèle américain, c'est aussi d'avoir des chercheurs qui font les deux. Qui font les deux en même temps. Alors, on peut le faire en France, hein. C'est-à-dire qu'on l'oublie souvent, mais quand vous êtes chercheur ou quand vous êtes enseignant-chercheur, vous pouvez à côté avoir une activité de conseil et puis faire les deux en même temps. Mais c'est vrai que c'est pas si fréquent que ça, c'est peut-être pas suffisamment dans la culture. Et puis, nos salaires, effectivement, sont nettement en dessous de ce que font nos partenaires, nos amis américains. Je voudrais juste dire quand même que nous avons fait beaucoup depuis 2020 sur le sujet. C'est sans doute insuffisant, il y a encore beaucoup à faire. C'est aussi un des sujets dont il faut qu'on discute. Mais
c'est 6 milliards d'euros en plus qui ont été mis sur la table depuis 2020, sur les questions, en particulier sur les questions de rémunération. C'est l'indemnitaire qui a qui a fait plus que doubler pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs. C'est des promotions qui ont été plus rapides, c'est des chaires de professeurs juniors. Enfin, il y a plein de dispositifs RH qui ont été mis sur la table pour accélérer les carrières. Mais il nous reste un gros travail encore à mener. On ne met pas assez aujourd'hui, on n'investit pas assez aujourd'hui sur nos chercheurs, dans nos universités, dans nos organismes de recherche. Et oui, il y a toujours des critiques. Alors, on évacue la question des 500 millions supprimés dans la recherche parce que c'est une question de réserve, pas de budget. Mais en revanche, il y a toujours des vacataires qui sont en CDD depuis très longtemps, dont les congés parfois ne sont pas payés ou qui n'ont pas droit au chômage ou qui attendent désespérément un CDI. Il y a la conférence des praticiens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Depuis 2 ans, ils mènent une enquête sur les conditions de travail. En 2025, les chercheurs français sont 56% à constater une dégradation de leurs conditions de travail, 67% à être pessimistes sur l'amélioration future de ces conditions. Avec ce constat-là, comment est-ce qu'on arrive à en attirer d'autres quand nos chercheurs à nous sont déjà mécontents? Oui, alors je pense qu'il faut... Donc on a au sein de l'enseignement supérieur de la recherche des gens qui sont des titulaires, c'est-à-dire des fonctionnaires, des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, qui représentent une majorité des personnels, mais on a aussi, effectivement, au cours des dernières années, à la fois fait appel de plus en plus à des enseignants du secondaire, les professeurs agrégés ou des professeurs certifiés qui viennent enseigner à l'université, en particulier en premier cycle. Et je pense que c'est intéressant, c'est un modèle qui est intéressant, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, hein, d'ailleurs, enfin, avec des dénominations différentes, mais voilà. C'est une charge de recherche qui est bien moindre que celle des enseignants-chercheurs. Et puis, on fait appel aussi beaucoup et très massivement à des vacataires dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et les conditions, effectivement, d'accueil des vacataires, et en particulier les temps nécessaires pour les rémunérer, etc., des efforts sont faits aujourd'hui, mais c'est encore très insuffisant. Il faut qu'on soit bien meilleur là-dessus. J'en suis profondément convaincu. Après, l'autre sujet, c'est... J'entends des jeunes en particulier qui se sont inscrits dans des carrières de recherche et qui me disent on ne trouve pas de poste derrière. C'est vrai. Et qui partent à l'étranger pour certains. Pour certains. Mais c'est vrai aussi qu'on ne peut pas offrir un poste non plus à tous les chercheurs, à tous les gens qui font un doctorat aujourd'hui. Le but du doctorat, je le rappelle, évidemment, pour aller à l'université, vous avez besoin d'un doctorat, ça c'est sûr. Mais le doctorat, il doit irriguer toute la société. Et il doit irriguer aussi nos entreprises. Et ça, c'est un message fondamental parce que je pense qu'on a un vrai travail à faire en France là-dessus. En France, on a les ingénieurs qui sont des gens... Enfin, c'est super d'avoir des ingénieurs parce que c'est de très grande qualité, etc. Mais il faut qu'on développe aussi l'attractivité des doctorats. Je crois que c'est fondamental parce que la culture de la recherche, l'intégrer dans les entreprises, c'est aussi une source de compétitivité pour nos entreprises demain. Ça veut dire plus de partenariats public-privé à terme dans la recherche? Moi, j'y crois vraiment profondément. C'est très important. J'ai eu l'occasion, effectivement, moi, de beaucoup circuler entre ces deux mondes. J'ai pris énormément de plaisir et d'enthousiasme à être chercheur de base dans un laboratoire pendant longtemps, à publier, etc. Mais j'ai aussi pris énormément de plaisir et d'intérêt à construire des projets industriels. Et donc, je pense que les deux dialoguent. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de faire ça, mais c'est une des portes qu'il faut ouvrir. Et je pense qu'il faut que les deux mondes se connaissent mieux qu'ils ne se connaissent aujourd'hui. Et ça, il va falloir l'expliquer à cette initiative aujourd'hui pour faire venir des chercheurs en Europe. Parce qu'on se souvient de 2017, l'arrivée de Trump au pouvoir, son retrait de l'accord de Paris et cet appel d'Emmanuel Macron, « Make our planet great again », qui appelait déjà, on était en 2017, ça fait déjà un moment, qui appelait déjà les chercheurs du monde entier à venir. Au final, 255 candidatures reçues, une quarantaine de chercheurs accueillis, et beaucoup étaient des Français expatriés. En quoi la situation est différente là? Alors, mais vous savez... Aux États-Unis, la majorité des chercheurs ne sont pas des Américains natifs, entre guillemets. Hein. La très grande majorité des chercheurs aujourd'hui aux États-Unis sont des chercheurs qui viennent d'Europe, d'Inde, d'Asie. Donc le fait que quelque part... Bien sûr, je pense qu'à travers cet appel, on aura aussi beaucoup de chercheurs européens qui vont revenir, peut-être des États-Unis, mais c'est très bien. Et puis peut-être d'autres pays, c'est pas spécifiquement dédié aux États-Unis. Ouais. Évidemment, il y a un écho particulier. Et puis, de toute façon, vous savez, cet appel, enfin le fait qu'on ait des chercheurs étrangers qui viennent en France, mais j'ai envie de dire, c'est quotidien, c'est normal. C'est comme ça que fonctionne la recherche. On a des ingénieurs, des chercheurs français qui partent à droite, à gauche, aux États-Unis. On accueille très régulièrement des chercheurs de plein d'autres pays. Quand vous regardez les concours aujourd'hui d'un organisme comme le CNRS, il y a un certain nombre de concours, vous avez la moitié des lauréats qui sont des chercheurs internationaux. Les chaires de professeurs juniors, c'est 60% de candidats qui sont des candidats internationaux. C'est le mouvement normal, naturel des cerveaux.
C'est comme ça que se construit la recherche. C'est parce qu'on accueille des collègues qui viennent aujourd'hui du Maroc, d'Italie, beaucoup. Et puis, on a des chercheurs français qui partent aux US, qui reviennent. C'est comme ça que se construit la recherche. C'est en se frottant et en ayant des expériences qui sont des expériences diverses dans tous les pays du monde. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau à l'occasion de Choose